conditions en magasin. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, pardon. Merci d'être avec nous. C'est le grand matin. Et ce matin, nous recevons dans le petit déjeuner politique Aurore Berger, qui est députée La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche. Oui, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Est-ce que vous comprenez les députés de la majorité qui sont déçus de ne pas avoir été choisis et de voir leur passer devant eux des proches d'Emmanuel Macron qui, eux, n'ont jamais été élus? Déjà, Amélie de Montchalin a été choisie. Oui. Elle était députée il y a encore 48 heures. Elle était même la première vice-présidente. Mais évidemment, je dis bravo, parce qu'elle était la première vice-présidente de notre groupe. Elle a 32 ans. C'est une infatigable bosseuse depuis le premier jour. Je pense que tout le monde reconnaît et loue ses qualités de rassemblement, de travail. En plus, c'est une mission qui est extrêmement importante sur les affaires européennes. On le voit avec la question du Brexit notamment, la question de la montée des populismes, la question évidemment des élections européennes. Donc ça prouve quand même que quand on veut faire monter des parlementaires, eh bien on réussit à faire monter des parlementaires. Et ça a été le cas. C'est-à-dire que sur 3 secrétaires d'État, eh bien, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, en l'occurrence, est devenue secrétaire d'État, et ça avait été le cas auparavant avec Adrien Taquet ou Gabriel Attal. On peut comprendre l'amertume pour les deux autres postes. Il peut toujours y avoir un peu de déception, mais il n'empêche que dans les 3 personnes qui ont été choisies, on a quand même une parlementaire qui a été choisie, et pas n'importe laquelle. C'est quelqu'un qui compte pour nous au sein de notre groupe parlementaire, et qui va continuer à compter pour nous. Et après, il y a aussi un choix, qui est un choix d'ouverture. Non, c'est l'inverse. On peut quand même. C'est l'inverse, c'est beaucoup de députés. C'est aussi de la diversité, c'est aussi de l'ouverture, c'est aussi des gens qui sont reconnus pour leur travail et leurs compétences. Aurore Berger, ce n'est pas une ouverture en choisissant des gens qui sont dans le sérail de l'Élysée, auprès du chef de l'État. Ce n'est pas une ouverture avec des élus de terrain qui auront une connaissance depuis des mois de ce qui est en train de traverser et vivre le pays, non ? Non, mais ils sont des gens aussi qui ont travaillé auprès du Premier ministre et du Président de la République. Cédrico, il était conseiller du Premier ministre et du Président de la République. Et Sibeth Ndiaye, elle était auprès d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, je crois. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas totalement déconnectés. Mais est-ce que Sibeth Ndiaye, elle n'aurait pas dû rester finalement à son poste et puis nommer quelqu'un d'autre, porte-parole? Vous savez, ça c'est la prérogative du Président de la République et du Premier ministre. Et c'est eux qui choisissent et c'est eux qui décident en fonction de plein de facteurs différents. Ils ont fait ce choix-là. Moi, je suis contente déjà que le gouvernement soit à nouveau paritaire, grâce à l'entrée et de Sibeth Ndiaye et d'Amélie de Montchalin. Cédrico, c'est aussi quelqu'un qui venait de la société civile avant d'avoir rejoint l'aventure En Marche et d'être venu conseiller. Il peut toujours y avoir de l'amertume, il peut toujours y avoir de la déception. Vous-même, mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Vous avez un peu d'amertume. Mais non, moi j'en ai pas. Mais vous auriez pu être porte-parole. Mais il y a plein de choses qu'on aurait pu être. Moi, je suis porte-parole du parti La République En Marche. Je travaille auprès de Stanislas Guerini. Je suis députée, j'ai 32 ans. Et je sais que si Emmanuel Macron n'avait pas été candidat à l'élection présidentielle, des personnes comme Amélie de Montchalin ou comme moi, on n'aurait pas été choisis pour devenir parlementaire. C'est ça la vérité. Moi, je peux vous citer des dizaines de personnes qui sont trentenaires. Olivier Véran, il est rapporteur général du budget de la sécurité sociale, il est trentenaire. Thomas Mesnier, il était rapporteur général du projet de loi santé, il est trentenaire. Laurent Saint-Martin, il est vice-président de la commission des finances, il est trentenaire. Marie Lebec, elle est même pas trentenaire et elle pilote tous les sujets de commerce extérieur. Sans Emmanuel Macron, tous ces gens-là, dont je fais partie, ne seraient jamais devenu parlementaire. Il a réussi à faire émerger une nouvelle génération politique. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu surprenant pour Sibeth Ndiaye de se retrouver porte-parole sans avoir été élu, sans avoir eu ce travail auprès des gens de terrain, comme vous l'avez fait, et d'autres, évidemment, à l'Assemblée nationale, et puis en allant chaque week-end en circonscription. Il n'y a pas de profil idéal. On peut considérer qu'il faut tous qu'on passe par le mandat électif. Vous n'êtes pas déçu, alors. Vous n'êtes pas déçu. Mais comment je peux être déçu en étant à 32 ans parlementaire? Mais non, essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire et ce que je ne crois pas. J'ai 32 ans, je suis députée et je suis porte-parole de La République En Marche. Bon, et donc il n'y aura pas de vent de fronde des députés à l'Assemblée? Mais tous les mois à peu près, on nous prédit un vent de fronde au sein de La République En Marche. Quand même, et ça n'est jamais arrivé. Dans les commentaires, il y en a un petit peu quand même cette fois-ci. On sent une petite colère. Je pense que chacun arrivera à dépasser ce moment-là pour se rassembler parce qu'on a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes, notamment
notamment de projets de loi qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est ça qui doit nous rassembler. Oui, alors justement, à l'Assemblée nationale, il y a le grand débat qui arrive aujourd'hui, c'est ça, avec deux grands sujets, la transition et puis également la fiscalité. À propos de fiscalité... Et demain, on évoquera les deux autres thèmes. Voilà, c'est ça. À propos de fiscalité, il y a quand même cette question que vous connaissez bien, de la redevance audiovisuelle. Gérald Darmanin a proposé de la supprimer. Vous qui avez travaillé sur le sujet depuis quasiment 2 ans, quelle est votre position ? Alors, plusieurs choses. Déjà, je trouve que c'est toujours plutôt une bonne idée quand on veut alléger les impôts des Français. Et quand on veut continuer à baisser la pression fiscale. Nous, on a été élus sur une promesse qui est de dire qu'il faut qu'on rende 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français par une baisse de la pression fiscale. Après, ce qui est une certitude, c'est que la redevance, aujourd'hui, elle était adossée à la taxe d'habitation. Or, nous, on supprime, et on va supprimer pour 100% des Français la taxe d'habitation. Donc, il faut changer le mécanisme. Donc, soit on trouve un autre mécanisme fiscal, c'est-à-dire qu'on le recouvre, est-ce que c'est via l'impôt sur le revenu, via la taxe foncière, soit c'est une nouvelle forme de taxe. Par exemple, d'autres pays comme l'Allemagne ont choisi de faire une taxe sur les tablettes, les smartphones, parce que c'est vrai que vous pouvez aujourd'hui regarder la télévision publique et écouter la radio publique de n'importe où, et pas juste en détenant une télévision comme c'est le cas. Soit on dit, on supprime purement et simplement cet impôt, mais il faut impérativement que l'audiovisuel public garde le même niveau de ressources. Donc moi, j'ai pas de religion. Et si on supprime, comment on crée une nouvelle taxe, ou alors ça fait partie du budget, c'est ça. Non, mais en dehors des tablettes. Nouvel impôt ou taxe. Moi, j'étais plutôt en faveur de dire, pour pérenniser les ressources de l'audiovisuel public, il me semble qu'on a intérêt à dire que ça n'a plus vraiment de sens que ce soit adossé sur la détention d'une télévision. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, il y a finalement peut-être de plus en plus de gens qui regardent la télé, mais pas devant un poste de télévision. Mais il n'y a que ceux qui ont un poste de télévision qui y contribuent. Est-ce que c'est vraiment juste ? C'est une question, à mon avis, qui est légitime. Donc il y avait une logique à dire, comme dans d'autres pays, on universalise et finalement, chacun contribue, peut-être avec un montant unitaire un petit peu allégé, donc un prix un peu plus bas, mais chacun contribue à cet impôt. Ce qui est certain, quelle que soit la décision qui sera retenue, est-ce que c'est une universalisation ? Est-ce que c'est sur les tablettes ? Est-ce que c'est une suppression ? Et je comprends évidemment que les Français préféreraient la suppression, préfèrent toujours payer moins d'impôts, mais c'est que ça ne doit absolument pas se faire au détriment de la ressource de l'audiovisuel public. Et donc ça veut dire qu'il y a plus de 3 milliards d'euros qu'il faut trouver dans ces cas-là, soit en baisse de la dépense publique, soit en réallocation. Aurore Bergé, alors ça c'est une démonstration qui s'entend, mais il y a aussi l'autre démonstration qui dit que le service public doit aussi faire de sérieuses économies, un petit peu comme dans tous les secteurs. Mais c'est le cas, on lui demande 500 millions d'euros d'économies. 500 millions d'euros d'économies. Alors, on peut toujours dire qu'il faut aller encore plus loin, oui. Mais enfin, il faut aussi être vigilant parce que les économies, après, on les fait où ? Moi, j'ai pas envie que ce soit fait sur le dos de la création, par exemple. C'est-à-dire le financement du cinéma, le financement de l'audiovisuel, le financement du documentaire, le financement de l'animation, qui est un secteur formidable en France. Quand même de faire le ménage. Il y a peut-être besoin, Aurore Bergé, de faire le ménage. Mais 500 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable comme effort qui est demandé. Je pense que c'est un effort qui a jamais été réalisé auparavant par l'audiovisuel public, qu'il faut impérativement qu'il se poursuive. Il faut plus de coopération. Il faut que France 3 et France Bleu arrivent encore plus à travailler ensemble. Il y a des expérimentations qui sont en cours. Il faut aussi que Arte travaille encore plus en coproduction avec Français. Donc il y a plein de synergies à trouver. Il y a encore des économies à trouver, etc. Mais ça ne doit pas se faire parce qu'à un moment, les économies, tout le monde est d'accord sur le principe, en général, dans notre pays, en disant il faut baisser la dépense publique, il faut faire des économies. Sauf que après la question, c'est OK, mais on les fait où ? On les fait sur quel poste, les économies ? Et sur l'audiovisuel public, il ne faut pas oublier que ça participe au financement du cinéma, de l'audiovisuel, et c'est tout l'enjeu aussi de l'information. Et ça, j'ai pas envie qu'on fasse des économies là-dessus. Il y avait une loi qui était prévue sur l'audiovisuel, qui est toujours prévue, mais j'avais cru comprendre qu'elle devait être votée, bien sûr, et rentrer en application là d'ici l'été. Là, cette fois-ci, c'est repoussé quand même. Il y a d'autres priorités au gouvernement. Alors, vous avez bien vu que le calendrier, en effet, avait été un peu bousculé, parce qu'il vous aura pas échappé qu'on a eu aussi ce qu'on appelait la crise des Gilets jaunes. Et surtout qu'on a eu l'opportunité du grand débat. Et je pense qu'il y avait une nécessité de prendre le temps de ce grand débat. Ça ne nous a pas empêché de travailler à l'Assemblée nationale. On a adopté notamment la réforme de la justice, la santé, etc. Il y a du retard. L'engagement qui avait été pris, c'était de dire initialement, on déposera en Conseil des ministres le projet de loi au moment du printemps. Et bien, le projet de loi, il sera déposé au plus tard début juillet. Donc c'est un décalage de 2 mois. Je pense c'est sûr.
Oui, tout à fait. Le ministre l'a redit, ça a été arbitré. Quoi qu'il se passe pour les Gilets jaunes, pour la sortie du grand débat, les élections européennes. On ne peut pas suspendre le calendrier parlementaire à des soubresauts qui pourraient exister. Il y aura toujours des soubresauts dans un quinquennat. Oui, parce qu'il pourrait y avoir une dissolution en fonction de ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Non. Je n'ai jamais cru à une dissolution et j'y crois pas. Parce que je pense qu'à un moment, il y a une confirmation qui a été faite. Les Français ont choisi un président de la République. Quoi qu'en disent les oppositions ou les gilets jaunes, les quelques gilets jaunes qui sont encore dans la rue, et puis surtout les Français. Il y en a encore des milliers dans la rue, et puis il y a toujours du soutien quand on fait des enquêtes. Ça restera toujours moins que le moindre mouvement social qui a existé auparavant. Donc oui, il y a encore un certain nombre de personnes dans la rue, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler. Les mouvements sociaux qui ont existé auparavant, vous avez déjà connu un mouvement social qui dure quasiment 5 mois ? Écoutez, la grosse difficulté, c'est de savoir si on le caractérise encore de mouvement social, déjà. Est-ce que vous voyez encore des revendications sociales dans la rue ? Non, moi je vois des revendications qui sont d'ordre politique. Quand vous dites destitution du président de la République, dissolution de l'Assemblée, référendum d'initiative citoyenne, vous dites pas augmentation du pouvoir d'achat. Vous avez des revendications qui sont de nature politique, et on voit des gens qui sont clairement des opposants politiques, mais qui ne cherchent pas d'ailleurs de solution. Et les fameux prétendus leaders des Gilets jaunes, dans les manifs des syndicats, parfois il y avait aussi le gouvernement qui était la cible. Mais que le gouvernement puisse être la cible, mais il y a des revendications de nature sociale en général. Bon, qu'est-ce que vous attendez comme proposition là, immédiate de la part du chef de l'État justement pour répondre aux Gilets jaunes ? Parce que quand même là ça patine un petit peu. Alors, déjà, moi je pense pas qu'il faille répondre aux Gilets jaunes. Il faut apporter des réponses aux Français. Et les Gilets jaunes ne représentent pas l'ensemble des Français, pas plus que Jean-Luc Mélenchon, qui se dit le représentant du peuple, etc. Donc je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. D'autant plus que dès le mois de décembre, on a quand même adopté un plan qu'on a appelé de mesures d'urgence de 10 milliards d'euros qu'on a rendu de pouvoir d'achat aux Français. Ça a permis effectivement à la France de progresser en termes de PIB. Le PIB a progressé. Après, il faudra voir sur la longue durée, évidemment, parce qu'il y a eu quand même des conséquences économiques, notamment, je pense à nos artisans et commerçants qui en ont suffisamment souffert. Mais les décisions qu'on a prises, c'est notamment 1 million de Français supplémentaires qui ont bénéficié de la prime d'activité. Est-ce qu'il va changer de cap de sa politique, Emmanuel Macron ? Moi, je ne pense pas qu'il faille changer de cap, parce que dans ces cas-là, le moindre soubresaut, le moindre mouvement social, quand bien même il est un peu dur, quand bien même il est dans la durée, vous faites quoi ? Ça veut dire qu'on oublie ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle et des élections législatives. Ça veut dire que la démocratie, il y avait 60 à 70%. Il a un peu oublié puisqu'il y avait 60 à 70% de votes contestataires au premier tour. Il les a oubliés, non, Emmanuel Macron ? Non, il l'a pas du tout oublié. Personne d'entre nous n'a oublié les circonstances dans lesquelles on a été élu. Et on vit toujours un peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, qui est de dire, si on ne réussit pas, on prend le risque que les populistes s'installent durablement au pouvoir demain. Et donc notre enjeu, c'est de réussir, non seulement pour que la France aille mieux, mais aussi pour faire en sorte que les populistes demain ne gagnent pas dans notre pays. Le mot de la fin, Aurore Berger, avec Cécile de Ménibus. Oui, depuis sa nomination, Sibeth Ndiaye est devenue la cible d'une déferlante de haine, de commentaires haineux et xénophobes. Vous aussi, vous faites l'objet d'insultes. Le cyberlynchage s'adresse davantage aux femmes. Alors on voit un petit peu partout des députés, des membres du gouvernement y aller avec leurs petites phrases. C'est pas bien, il faut arrêter, dénoncer. Mais à quel moment ça va s'arrêter ? À quel moment vous allez taper du poing sur la table en disant ça suffit ? On va taper du poing sur la table de manière législative parce qu'on a justement une loi qui va arriver sur la lutte contre la cyber-haine, c'est-à-dire l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, le sexisme et cette espèce de meute qui tout d'un coup se crée et qui a été vue encore hier en effet au moment de la nomination de Sibeth Ndiaye parce qu'elle n'est pas née en France, parce qu'elle est noire, aussi probablement parce que c'est une femme, où tout d'un coup vous avez une meute numérique qui se déchaîne et c'est un déferlement. Et la difficulté, c'est qu'à chaque fois les plateformes nous disent nous ne sommes pas responsables. Après tout, ce ne sont que nos utilisateurs qui utilisent les tuyaux que nous sommes et qui diffusent. Non, ils ont une responsabilité éditoriale. Moi, si vous invitez des gens qui sur votre antenne à un moment tiennent des propos qui sont racistes, antisémites, homophobes, nous on est des modérateurs. Vous seriez responsable de ces propos-là si immédiatement à l'antenne vous n'étiez pas en capacité d'intervenir. Vous en avez pas. Il faut avoir la même responsabilité sur les plateformes. Il faut réagir, mais il ne faut pas non plus tout bâillonner. Parce que sinon, ça va être encore pire dans la rue. Quelqu'un qui est raciste, quelqu'un qui est antisémite, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est pareil sur l'homophobie. C'est pas une opinion, c'est un délit. C'est répréhensible par la loi. Mais ça vous fait pas quoi, parce que ça existe sur le net que ça n'a pas la même portée, que ça n'est pas la même violence. Quand il y a des gens qui me menacent de mort, me menacent de viol sur les réseaux sociaux, qui me le disent dans la rue ou qu'ils m'interpellent sur les réseaux sociaux,
ça a le même effet, ça a le même impact, c'est la même violence, c'est la même nature, et ça doit être condamné de la même manière. Mais c'est traumatisant pour vous ? Non, ça ne doit pas être traumatisant, parce que ces gens cherchent à nous traumatiser, donc il ne faut surtout pas qu'ils aient raison et qu'ils aient le dernier mot. Mais ça veut dire qu'il faut changer la législation, parce que les plateformes doivent devenir responsables de ces contenus qu'elles diffusent, parce qu'elles les laissent se propager, parce qu'elles laissent ces hashtags monter, parce qu'elles ne déréférencent pas ces contenus, et parce que finalement, elles font aussi un peu leur beurre sur le volume de contenus qui sont échangés, peu importe leur nature. Allez, et vous avez un invité surprise. Oui, salut Aurore, bonjour, c'est Alain Juppé. Yopé, tu te souviens quand tu étais membre de mon équipe de campagne pour les primaires de la droite et du centre en 2016, on s'est bien marré. Hein. J'étais en embuscade entre la hyène Fillon et le vautour Sarko. D'ailleurs, on se ressemble beaucoup, toi et moi. On m'a annoncé comme le nouveau président et toi comme la nouvelle porte-parole du gouvernement. Résultat, bac à sable pour tous les deux. Alors, de toi à moi, maintenant que tu sais on ne veut pas toi au gouvernement, ça te brancherait pas que je te pistonne pour entrer au Conseil constitutionnel? Je crois que toutes les places sont prises au Conseil constitutionnel. J'ai quelques années devant moi pour attendre. Du maquillage, ça peut le faire peut-être. Merci Aurore Berger, député de La République En Marche des Yvelines et porte-parole d'En Marche, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve bien sûr à 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, 7h58, c'est le grand matin jusqu'à 10h.